Peut-être pour placer la table à notre table ronde, à notre webinaire d'aujourd'hui, un bref rappel, peut-être que pour plusieurs d'entre vous, c'est un fait déjà très connu, mais peut-être justement pour placer certaines informations. Nous sommes dans un contexte de négociation à structure complexe. Ma collègue Chloé Fortin-Bergeron va revenir sur cette question-là, mais peut-être pour rappeler qu'il y a quand même 3 tables centrales de négociation. Une première représentée par le Front commun, où sur le côté de la partie syndicale siègent la CSN, la CSQ, la FTQ et la PTS, et qui représente 420 000 membres. Et 2 autres tables centrales, une composée de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, qu'on appelle communément la FIC, et une autre qui représente 80 000 membres, et une autre de la Fédération autonome de l'enseignement qui représente 65 000 membres. Je souligne aussi, avant de céder la parole à Chloé pour nous parler de la structure de négociation, que si la grève du 8 au 14 décembre prochain a lieu et qu'il n'y a pas une entente, ce sera la plus longue grève au Québec dans le secteur public que l'on aura connue depuis 50 ans. Alors, nous sommes véritablement dans un contexte historique qu'il faut prendre pour ce qu'il est et le webinaire d'aujourd'hui, justement, nous amène à réfléchir aux différents enjeux qui en découlent. Donc, sans plus tarder, je dirais, alors encore une fois, questions, commentaires, si vous avez au fur et à mesure, car la période de questions va arriver en toute fin de webinaire, dans la dernière demi-heure, n'hésitez pas à intervenir dans le fil de discussion, dans le chat. Et pour débuter, pour commencer le premier bloc de questions, je céderai la parole à Chloé, peut-être pour nous faire un bref rappel, pour mettre la table justement à notre discussion, pour nous rappeler justement comment aujourd'hui se présente la structure de négociation dans le secteur public. Oui, tout à fait. Merci, Dalia. En fait, comme l'a bien mentionné, Dalia, il y a 3 paliers de négociation. La structure de négociation comporte 3 paliers. On va parler du niveau national, intersectoriel, qu'est-ce qu'on appelle communément les tables centrales. Qu'est-ce qui est négocié à ce niveau-là? En fait, c'est 4 principales matières qui sont négociées. On parle ici des salaires, des régimes de retraite, les disparités régionales et les congés parentaux. Au niveau des tables sectorielles nationales, on va parler en fait, ce qui est négocié, c'est tout ce qui touche le normatif. Donc, on parle ici de charge de travail, de la sécurité d'emploi, la lutte à la pauvreté. Bon, plus concrètement, on va parler des probations, les classifications d'emploi, la répartition des effectifs. Par exemple, dans l'enseignement, à ce niveau-là, au palier national, au palier sectoriel, dans l'enseignement, on va négocier, par exemple, les ratios maître-élève. Au niveau des matières locales ici, au niveau local, ce qui va être négocié, c'est toute l'application concrète de l'organisation du travail. Par exemple, l'attribution des horaires, des vacances, la détermination des règles d'attribution de postes. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qui vont être négociés au niveau local. Quand on parle de grève, du droit de grève, où est-ce qu'il y a lieu ce droit de grève-là? C'est principalement au palier, en fait, national. C'est ce qu'on entend souvent plus à l'intersectoriel, mais l'intersectoriel n'est pas défini par la loi, là. On pourra peut-être en rediscuter, mais c'est donc au niveau national que la grève peut avoir lieu. Bien sûr, c'est encadré par un certain nombre de paramètres, entre autres les 7 jours ouvrables qui doivent précéder. Donc, il y a un avis qui doit être déposé 7 jours ouvrables avant la tenue de la grève. Il n'y a pas de droit de grève au niveau local. Donc, il y a quand même, il n'y a pas de différent qui peut y avoir lieu à ce niveau-là. C'est important de le mentionner. Donc, la loi ne reconnaît pas le droit de grève à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment au niveau national que le droit de grève peut s'exercer. Donc, je te repasse la parole, Dalia, pour continuer nos questions, pour entamer sur nos questions. Merci beaucoup, Chloé, pour ce rappel. Alors, peut-être un tour de table, là. Je commencerai peut-être par toi, François. Si tu avais, François, 2 enjeux, constats les plus importants que cette négo soulève, comment les formulerais-tu? Oui, merci Dalia. Bonjour tout le monde. Bien content d'être ici avec vous aujourd'hui. En fait, premier constat
très générale, une observation, là, une impression que j'ai, c'est l'importance de la mobilisation. Une mobilisation, je dirais, sincère là, de la part des travailleuses, des travailleurs de l'administration publique, qui me semble dénoter un ras-le-bol, en fait, des conditions d'exercice du travail dans l'administration publique. Puis, en tout cas, j'ai l'impression que ce ras-le-bol-là, il est aussi partagé par la population, ce qui fait qu'ils voient aussi là, qu'il y a il y a un rapport entre ce que l'on négocie pour les employés du secteur public, puis les services que l'on a, ce qui fait en fait que les lignes de communication gouvernementale, elles sonnent, en tout cas, on est vraiment dans mon opinion, là, mais elles sonnent un peu faux. C'est-à-dire, ce matin, quand on entend que ce serait la rigidité, c'est les syndicats qui gèrent le réseau de la santé et de l'éducation, on a envie de dire, ben, est-ce que quelqu'un croit à ça pour vrai? Alors, on a l'impression que donc, ce ras-le-bol-là important est appuyé par la population. Puis donc, il y a une difficulté là, pour le gouvernement de trouver la ligne, en fait, pour défendre leur position. Alors ça, je dirais, premier constat là, très général, là, un peu court, là, que je voudrais mettre de l'avant. Le deuxième constat sur lequel je voudrais faire un peu plus de pouce, c'est l'importance de la centralisation, en fait. Depuis quelques années, on voit, là, je dirais, une importance de la centralisation au niveau des négociations, c'est-à-dire que le rapport de force est au niveau national, là, essentiellement, comme le dit Chloé, mais donc une volonté du Conseil du Trésor d'être de plus en plus présent, puis de décréter des éléments qui vont être appliqués à tout le monde. Ça me semble s'expliquer par un désir de contrôle des finances publiques, en fait. Puis je dois dire, depuis une vingtaine d'années, on a des gouvernements qui contrôlent très bien les finances publiques, réussissent, ils le font bien. Mais donc, ce désir-là fait qu'ils sont extrêmement frileux par rapport aux dépenses structurelles, là. Ils sont frileux sur des augmentations salariales. Et il y a une espèce de volonté d'appliquer des solutions, non pas en fonction des réalités terrain, mais des solutions qui vont s'appuyer à tous. Une espèce de volonté de mettre en œuvre des éléments qui vont être appuyés partout. Sans tenir compte nécessairement de la réalité terrain. Alors, je reviendrai tout à l'heure, où j'ai fait un peu plus de recherche dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ce n'est pas nouveau, ça, là, depuis le début des années 2000, qu'on met en place des éléments qui sont centralisés ou qu'on uniformise. Mais je réfléchissais à la présentation d'aujourd'hui, puis je me disais, c'est quand même pas banal dans le réseau de l'éducation, qu'il y a quelques semaines, quelques jours, des regroupements des associations, en fait, de gestionnaires d'écoles, vont sur la place publique pour dire, attendez un peu, là, les affectations au mois d'août, ça se peut pas, on n'y arrivera pas, on ne sera pas capable. Alors ça, c'est les représentants de l'employeur local là, qui disent ce que vous êtes en train de négocier au niveau national. Bon, d'abord, ce n'est pas supposé d'être négocié là, mais même si vous y arriviez, c'est en contradiction avec nos réalités terrain, avec la façon dont on fonctionne. Alors, ça, je trouve que déjà, cette centralisation-là, elle me semble extrêmement importante. On voit le gouvernement qui gère par crise. Là. Il y a une crise avec l'affectation en septembre passé. Là, il faut régler ça. Puis on va le régler pour tout le monde. Et un autre élément de cette centralisation-là qui me semble important, c'est, je dirais, la modification ou le peu de respect qu'on a pour les structures de négociation. Alors là, c'est clair qu'on est dans un élément qui est caractéristique de la négociation dans l'administration publique. De quelle manière, en fait, on peut utiliser les structures puis décider qu'on ne suivra pas ce qui est prévu dans la loi, puis etc. Mais c'est quand même assez impressionnant, c'est un élément sur lequel je veux mettre de l'avant, de voir la présidente du Conseil du Trésor dire ces éléments-là, oui, normalement, ça devrait se négocier au niveau local, mais nous, on trouve que ce n'est pas la bonne façon de faire et on veut le ramener au niveau national. Et là, les syndicats qui pris un peu au dépourvu là-dedans, puis qui revendiquent une négociation locale, ben, vont être perçus comme des empêcheurs de tourner en rond. Alors qu'on comprend très bien que c'est pas si simple d'amener ces éléments-là au niveau national. Là. Pas se tourner vers les syndicats locaux puis dire maintenant on s'en occupe. Bon. Alors, donc, peu de respect des structures de négociation, volonté en fait de centralisation importante, donc importance du Conseil du Trésor à la fois pour ramener des éléments au niveau national, mais aussi l'importance des représentants du Conseil du Trésor sur les comités patronaux de négociation. Ça aussi, c'est relativement récent. Et puis aujourd'hui, la présidente du Conseil du Trésor en parle comme si ça allait de soi. Puis moi, je pense que ça dénote en fait la préoccupation pour le contrôle sur les coûts. Le comité patronaux de négociation devrait être composé de représentants du ministère puis de représentants de l'employeur.
la logique qu'il y a derrière ça, c'est que ces gens-là connaissent, ou en tout cas devraient connaître l'organisation du travail, puis mettre en place des mesures qui en sont en cohérence avec ça, alors que le Conseil du Trésor est là, en fait, dans une logique de coût. Alors, ça, c'est des grands constats que je fais sur la question de la centralisation, puis je veux terminer en disant, moi, j'ai l'impression que ces éléments-là, ils sont quand même en cohérence avec les grandes orientations du gouvernement. Si on prend un pas de recul, là, cette centralisation-là, elle n'est pas juste au niveau de la négociation, mais là, on la voit, on en est témoin, mais depuis 20 ans, en fait, on a des gouvernements qui ont une volonté de contrôle important des établissements locaux dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation, une volonté d'uniformiser, une volonté d'avoir un contrôle sur les coûts, en fait, et ça se répercute aujourd'hui sur les négociations. Alors, donc, je dirais, constat du fait que je suis impressionné de cette centralisation-là, mais elle n'est pas surprenante quand on voit le type de réforme ou de gestion de l'État qui est mis de l'avant dans les 20 dernières années. Puis je pourrais y revenir le plus en profondeur tout à l'heure si vous le souhaitez. Alors, je m'arrêterai là, Dalia, pour mes 2 premiers enjeux. Merci beaucoup, François. Je tournerai maintenant le micro à Mélanie Laroche. Est-ce que toi, tu avais 2 constats, enjeux principaux qui te frappent dans le cadre de cette négo? Quels seraient-ils? Oui, bien merci, Dalia, de nous mettre volontairement sous le stress devant un auditoire d'experts, dont certains qui sont aux tables de négociation. Mais oui, j'ai des enjeux plus macro qui sont assez partagés. D'ailleurs, dans le groupe de recherche, on a eu la chance d'échanger tout le monde ensemble sur ces éléments-là. Je pense que la première chose qu'on observe dans cette ronde de négociation aussi, c'est 2 visions de l'organisation du travail qui s'affrontent entre les représentants du gouvernement et les représentants syndicaux, et là, tout secteur confondu. En fait, je dirais même qu'on est en face d'enjeux assez classiques en matière de relations de travail dans le cadre de cette négociation-là. D'un côté, on a un employeur qui demande plus de flexibilité, maintenant de la souplesse, on entend ça depuis 2-3 jours, puis d'ailleurs, ça serait peut-être bon de, conceptuellement parlant, essayer de voir c'est quoi la différence entre flexibilité et souplesse. Mais c'est le cas de tous les employeurs. Puis c'est le mantra des employeurs dans les stratégies de relations de travail depuis un bon nombre d'années. Donc ça, c'est pas surprenant. C'est assez classique même. Puis face à eux, bien, on a des syndicats qui souhaitent diminuer la pénibilité du travail, améliorer les conditions d'exercice du travail. Puis ça non plus, c'est pas surprenant parce qu'on est face à des syndicats qui sont dans des milieux professionnels, qui représentent des professionnels. Et donc, c'est pas surprenant que ces enjeux-là, les conditions de pratique, reviennent à l'agenda. Donc, c'est classique, mais si on analyse plus finement, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette ronde-ci? Bien, je pense que le gouvernement, l'employeur a une vision de la flexibilité qu'il juge avoir besoin pour répondre à un contexte de crise, ce que lui qualifie d'une crise de pénurie. Puis donc, on voyait quand même en septembre qu'il y avait des éléments qui devaient inquiéter la population. Donc, l'employeur est devant les syndicats puis leur demande de la flexibilité pour pouvoir réagir à ce contexte de crise-là. Et de l'autre côté, bien, on retrouve des travailleurs et des syndicats qui disent, bien, on ne peut pas se contenter de solutions temporaires à une crise. Ça fait plusieurs années, ça fait plusieurs rondes de négociations qu'on soulève les mêmes problèmes d'organisation du travail. Et ce n'est pas à une crise de pénurie dont on fait face, c'est à un exode des réseaux. Donc, les gens s'en vont parce que les conditions de travail ne sont pas acceptables et on doit travailler en profondeur sur des solutions long terme pour régler ce problème d'attractivité-là de la main-d'œuvre dans les différents réseaux. Et quand ces visions-là, qui sont quand même très loin, sont transposées dans des positions de négociation, différentes tables de négociation, bien, ce n'est pas surprenant qu'on constate des blocages dans les négociations. Donc, ça fait plusieurs années qu'on entend les syndicats et les travailleurs des secteurs publics dire que les solutions du gouvernement ne vont pas nécessairement dans le bon sens. Ça, ce n'est pas un élément nouveau dans cette ronde-ci. Ceux qui suivent les négociations dans le secteur public savent quand même très bien que les problèmes d'organisation du travail reviennent à chaque ronde de négo. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est un signe que dans le passé, on n'a pas été en mesure de régler véritablement les problèmes dans le cadre des négociations collectives. Et on ramène encore une fois ces solutions-là. Et malheureusement,
les problèmes qui sont vécus au quotidien, c'est ni souhaitable pour les cadres, hein? Quelqu'un l'a évoqué, François le disait, les cadres sont sortis pour dire attention aux solutions, faut quand même respecter les réalités de terrain. C'est pas souhaitable pour les travailleurs non plus, puis c'est pas souhaitable non plus pour les usagers. Donc, on se retrouve à ce moment-ci dans un contexte assez explosif, je dirais, où on a des attentes très élevées de la part des travailleuses et des travailleurs des réseaux de la santé et de l'éducation. Dans toutes nos analyses qu'on va faire sur cette ronde-là, il va falloir pas oublier de ni sous-estimer, ni surtout pas ne pas analyser ou ne pas tenir compte du facteur d'exaspération dont François traitait tout à l'heure, des travailleurs des réseaux. Puis je pense que les organisations syndicales sentent cette pression-là également. Le gouvernement le sent aussi. On l'entendait même dans le discours des dirigeants là, dans les derniers jours, puis même ce matin à la conférence de presse. On parle d'offres qui sont très loin des attentes des travailleurs et des travailleuses. Ça ne répond pas aux besoins. Bref, ça va être intéressant d'analyser dans le reste de la négociation comment ces attentes-là vont pouvoir être rencontrées parce que les gens des réseaux semblent vraiment exaspérés. Puis il va surtout falloir voir comment on va gérer la piste d'atterrissage. Moi, je pense que ça va être intéressant parce que ça pourrait être le chaos aussi. Ça pourrait aussi mener à des rejets d'entente de principe si les résultats qui seront négociés ne sont pas satisfaisants. Donc, la poursuite de l'analyse de cette négociation-là va être super intéressante à ce niveau-là. Ce qui est nouveau dans cette ronde-ci, je pense, c'est que l'exaspération, puis ça, François le soulignait bien, n'est pas juste parmi les travailleurs, mais elle est aussi parmi la population. Donc, on a un appui assez considérable de la population face aux revendications syndicales. La nouvelle donne aussi, c'est qu'on assiste à des départs massifs du réseau, à un exode parce que les conditions de travail sont jugées insatisfaisantes et insuffisantes. Donc, le gouvernement doit aussi tenir compte de ces éléments-là. Puis là, ben, c'est toute la dynamique. Hein. On voit qu'il y a du mouvement à la table centrale, mais là, on dit, puis le message qu'on soit, c'est que les tables sectorielles ne bougent pas. Or, on sait très bien que c'est à ce niveau-là que les conditions de pratique sont abordées. Donc, ça va être intéressant de le faire. Quand on est dans le secteur privé, moi, j'analyse beaucoup les négociations dans le secteur privé. Quand on a un problème d'attractivité, quand on a un problème de pénurie de main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on s'assoit, on ouvre les conventions collectives, puis on améliore les conditions de travail. Donc, je pense pas que la réponse devrait être différente pour les travailleurs du secteur public, même s'ils font preuve de beaucoup de compassion, qui sont là et qu'ils sont dans le choix d'un service à la population. Je pense que l'effet de l'inflation agit aussi sur les travailleurs et les travailleuses du secteur public. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'on est à l'heure des choix politiques, je pense, pour le gouvernement. Des choix politiques qui vont être pas faciles, il faut se le dire, parce que les coûts de main-d'œuvre pour l'État, c'est presque même plus que 50% du budget de l'État. Et quand on est une organisation qui privilégie des baisses d'impôts, ben, on se retrouve dans une posture où il faut limiter ces coûts-là, justement. Donc, les choix politiques devront être faits et ils ne seront peut-être pas faciles. Ça, c'est pour le premier enjeu. Est-ce que j'enchaîne tout de suite, Dalia, sur mon deuxième enjeu, qui est la reconnaissance du travail féminin? Tout à fait. OK. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment le deuxième grand thème qui sort de cette négociation-là, toute la question de la reconnaissance de la valeur du travail féminin. Le conflit de travail qui a cours actuellement, pour moi, souligne de manière large à quel point c'est urgent au Québec de réfléchir à la valeur sociale du travail. Encore une fois, on peut constater que les métiers féminins, les métiers du care sont sous-évalués. On a toujours tendance à accorder moins d'augmentation ou à donner moins de primes dans les métiers féminins. Bref, si on a reconnu pendant la pandémie à quel point ces métiers-là avaient un caractère essentiel pour la bonne marche de la société, si on les a applaudis à chaque jour, ces anges gardiens-là, pendant la pandémie, ben maintenant, ce que ces femmes et ces hommes-là nous disent, c'est qu'à l'heure de l'inflation, ben ça prend plus qu'une bonne main d'applaudissements pour faire face à cette inflation-là. Et donc, les demandes salariales sont très fortes. On est dans un contexte inflationniste. On est dans un contexte où les travailleurs s'appauvrissent. Et d'ailleurs, c'est la réponse qui a été donnée à la dernière offre du gouvernement de 12,7 %.
ça ne rencontre pas les prédictions en matière d'inflation. Les prédictions syndicales sont de l'ordre de 18,1 %, celles du gouvernement étaient plus basses. Donc, il va falloir évidemment rencontrer les attentes des travailleurs pour faire face à ce coût de la vie qui augmente. Et d'ailleurs, on a vu là, dans les dernières semaines que même des syndicats du secteur privé ont fait des sorties à ce sujet-là, puis ils disaient au gouvernement que jamais des offres de cette nature-là seraient acceptées dans des entreprises privées. Comme je l'ai dit, on n'est pas dans des entreprises privées. C'est vrai que les coûts de main-d'œuvre pour l'État représentent une bonne partie du budget, mais encore là, je pense que les choix devront être faits par le gouvernement. Puis d'ailleurs, il y a du mouvement à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le gouvernement a beaucoup de pression là, à l'heure actuelle dans cette ronde de négociations-là. S'il avait dirigé en toute quiétude jusqu'à maintenant, hein, parce que durant la pandémie, ce gouvernement-là pouvait gérer par décret, donc il n'avait pas fait face à beaucoup d'opposition dans le passé. On parle de la plus longue lune de miel d'un gouvernement au pouvoir. Bien, cette lune de miel-là semble pas mal terminée. Et là, ils font face à beaucoup d'opposition et la population a adhéré, nous semble-t-il, à la logique ou au narratif syndical qui a été proposé, c'est-à-dire que l'amélioration de la qualité des services publics va passer par l'amélioration des conditions de travail. Ça, je pense que la population l'a acheté. Et d'ailleurs, on voit que les offres salariales ont augmenté dans les derniers jours. Pas au même rythme, diraient les syndicalistes, pas au même rythme malheureusement que le taux de satisfaction envers le gouvernement progresse, mais quand même, on voit du mouvement au niveau des offres gouvernementales. Donc, pour moi, ce qui est clair, c'est que ces métiers féminins-là ont eu une reconnaissance comme étant essentielle là, pour notre société dans les dernières années et ça doit se refléter par des offres salariales et des conditions de travail qui sont à la hauteur de ce caractère essentiel-là. Donc, pour moi, c'est un enjeu important de la ronde de négociation. Merci beaucoup, Mélanie. Avant de donner la parole à René-Claude sur certains enjeux juridiques, j'ai envie de me tourner vers toi, Chloé, justement pour la question justement des offres salariales, qui était, il me semble, un des enjeux que tu avais évoqué dans nos discussions préalables. Alors, je te céderai tout de suite la parole là-dessus. Bien, merci, Dalia. Ben, je vais faire du pouce sur ce que ma collègue Mélanie vient de vous parler. En fait, je pense que ce qu'on ne peut pas passer à côté dans ces négociations-là, c'est toute la question de l'appauvrissement puis de la perte de pouvoir d'achat des employés de l'État. Je pense que dans ce contexte-là, il y a un travail qui doit être fait autant au niveau du gouvernement que des syndicats, à savoir à avoir des offres salariales qui sont perçues comme étant raisonnables. Raisonnables, considérant le contexte, comme je vous ai dit, inflationniste. Là, on parle quand même de 6,7 % d'inflation en 2022. On est à 4,8 en 2023. Le retard salarial aussi des employés du secteur public, mais également, bon, on l'a mentionné plus tôt, la pénurie de main-d'œuvre, le fait de vouloir rester compétitif aussi en tant qu'employeur. Donc, pour moi, ça, c'est un enjeu important. Bon, on sait que le gouvernement a déposé une offre en octobre qui a créé beaucoup de grogne chez les membres. Donc, on parlait du 10,3 % sur 5 ans, une augmentation d'1,3 % par rapport à la dernière offre, l'offre qui était au début des négociations. Bon, il y a eu du mouvement, comme Mélanie nous en a parlé. Donc, dernière offre hier, tout juste, on passe à du 12,7 %. On parle d'une augmentation de 2,4 %. Puis c'est important ici de faire la mention que ces offres-là sont pour l'ensemble des employés de l'État. Donc, parce que, bon, dans certains calculs qui est présenté par le gouvernement, on inclut les offres différenciées, les primes, mais quand on parle de ces pourcentages-là, c'est vraiment pour l'ensemble des employés, le 12,7 %. Ce que le gouvernement dit selon ses calculs, c'est que dans le fond, ça l'éviterait ce 12,7 %-là, l'appauvrissement des employés de l'État. Donc, on tiendrait compte, là, selon leurs calculs, de l'inflation dans les prochaines années. Ce qu'on disait en conférence de presse ce matin du côté du Front commun, c'est que cette offre-là ne tenait pas en compte 2022, qui est quand même l'année où est-ce qu'on a eu le taux d'inflation le plus élevé. Là, je le rappelle, un taux à 6,7 %. Donc, il y a probablement un arrimage, là, en fait,
il y a un écart ici là, au niveau est-ce qu'on répond vraiment, est-ce qu'on est vraiment, on appauvrit ou on n'appauvrit pas y a-t-il une perte de pouvoir d'achat, en fait, ce que je veux dire. Donc, cette offre a été rapidement rejetée, là, on le sait, là, par le Front commun. On sait que la FAE va annoncer qu'elle allait faire une contre-offre. Ce que les chiffres disent, bon, on parle d'une inflation entre 2022-2027 autour de 20,1 là, qui serait calculée, bon, selon certains experts. Donc, ça serait dans ces eaux-là. Ce qu'on s'aperçoit, dans le fond, bon, ce qu'on sait au niveau syndical, ce qui a été demandé par le Front commun, 23 sur 3 ans pour répondre à l'inflation, mais aussi un rattrapage salarial de 9 bon, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun règlement dans le secteur public au Canada qui est arrivé à une telle augmentation. Donc, il faut quand même le souligner. Bon, vous allez me dire, c'est le jeu de la négociation. Par contre, comme je vous le disais au départ, à mon avis, il y a quand même un travail, il y a un travail important qui doit être fait, selon moi, pour que la demande syndicale soit perçue au niveau salarial comme réaliste, crédible par les membres, mais aussi par la population. Je dirais, là, avec les derniers mouvements, à mon avis, la balle est beaucoup dans le camp des syndicats à peut-être présenter une contre-offre. Donc, ce qu'on nous disait en conférence de presse ce matin, puis je pense que ça, c'est intéressant, puis on va en parler plus tard, mais l'important de bouger aux tables sectorielles, ce qu'on sent en ce moment, là, c'est que à la table centrale, on est plus ou moins prêt à peut-être vouloir bouger sur les salaires parce que ça bloque aux tables sectorielles où est-ce que les conditions de travail se négocient. Donc, stratégie que je trouve intéressante ici là, pour pouvoir s'assurer que ça bouge. Il semble y avoir de l'ouverture sur la prolonge, donc le 23 sur 3 ans, qu'il y a peut-être une ouverture sur plus d'années. C'est clair que c'est pas l'enjeu des salaires n'est pas l'enjeu de mobilisation. On le sait, hein, quand on entend les gens sur les lignes de piquetage, ils nous parlent pas de salaire, ils nous parlent de conditions de travail, mais c'est quand même ce qui est un enjeu en termes tout ce qui est sur la joute médiatique qui se passe en ce moment, c'est principalement ce qui est discuté. Donc, je trouve que c'est quand même un enjeu qui est important à souligner puis de rappeler un peu, bon, l'évolution des offres gouvernementales. Donc, on sent que ça bouge du côté du gouvernement. Probablement que, comme Mélanie le dit, bon, il y a un petit sentiment d'urgence. La cote de popularité de M. Legault est en baisse comme elle n'a jamais été. Donc, probablement attribuable, entre autres, pas juste pour ça, mais à sa négociation, à sa gestion des négociations avec les employés de l'État. Donc, on sent que, bon, il y a une certaine ouverture à ce niveau-là. Il faudra voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des tables sectorielles, là, à savoir est-ce que ça va bouger pour pouvoir, en fait, peut-être voir du mouvement aussi au niveau des salaires. Ça serait ce que j'aurais à dire. J'ai un autre enjeu, mais je vais laisser René-Claude peut-être prendre la parole, puis je pourrai revenir sur l'autre enjeu. Oui, on aura la chance de revenir là-dessus. Chloé, merci beaucoup. Alors, René-Claude, je me tourne peut-être vers toi pour nous soulever peut-être des enjeux plutôt de nature juridique là, que soulève la présente négo. Bien, en fait, mes collègues ont beaucoup parlé des enjeux de négociation. Je vais peut-être revenir sur des questions juridiques dont on a fait état dans les médias par rapport à l'exercice de la grève par les syndicats puis les salariés, parce qu'il y a des éléments qui ont été beaucoup relayés. On parlait encore ce matin dans les médias du fait que le tutorat était en hausse pour ce qui est des élèves qui étaient affectés par la grève. Et une question qui a été posée, c'est est-ce que c'est légal pour les enseignants qui sont en grève de s'adonner à des tâches de tutorat? Donc, est-ce que ça contrevient aux dispositions anti-briseurs de grève? Et en fait, pour répondre à cette question-là, il faut revenir un peu au principe de base par rapport aux dispositions anti-briseurs de grève, puis rappeler que l'objectif de ces dispositions, c'est d'empêcher l'employeur de faire usage de travailleurs de remplacement. Par exemple, l'employeur ne peut pas embaucher de nouveaux salariés, il ne peut pas embaucher les salariés d'un autre employeur ou avoir recours à la sous-traitance pour
faire effectuer les services publics ou les services d'éducation là, en ce qui a trait là, à la FAE. Donc, le but des dispositions anti-briseurs de grève, c'est vraiment de maintenir la pression sur l'employeur parce que pendant la grève, les services publics ne sont pas offerts. Par contre, le Code du travail est silencieux quant à la possibilité pour les salariés d'effectuer un autre travail, ce qui veut dire qu'on ne vise pas à empêcher les salariés d'aller chercher un revenu additionnel. Donc, au strict point de vue légal, de faire du tutorat, c'est possible pour les salariés qui sont en grève. Cela dit, ça peut évidemment soulever des enjeux autres que juridiques, comme ceux des enjeux de solidarité syndicale. Mais bon, là, c'est à voir entre les membres puis entre les syndicats, évidemment. Un autre enjeu qui a fait les manchettes cette semaine, c'est la décision de la Cour supérieure, donc l'injonction qui a été rendue qui en fait enjoignait aux enseignants de cesser de s'abstenir de faire la grève sur les terrains des établissements du Centre de services scolaires de Montréal. Or, on sait que pendant la négociation actuelle, il y avait quand même un mot d'ordre syndical de tenir des lignes de piquetage serrées. Alors, qu'en est-il juridiquement parlant? Est-ce que cette décision de la Cour supérieure est surprenante? Bien, la réponse, c'est que ça s'inscrit vraiment dans une jurisprudence vraiment conforme au passé, cette décision-là, parce que le piquetage en tant que tel n'est pas encadré par le Code du travail. Donc, l'exercice du droit de grève, oui, mais le fait de se rassembler devant les établissements pour manifester, ça relève plutôt de la liberté d'expression qui est protégée par la Charte canadienne des droits et libertés et par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Quand on effectue du piquetage, dans le fond, l'objectif de ça, c'est d'envoyer un message à la population afin d'avoir l'adhésion du public en général par rapport à notre position. Donc, il y a un élément expressif qui est protégé par les chartes. Malgré tout, le piquetage doit s'exercer de façon pacifique, de façon conforme aux règles en matière de droit criminel, puis doit aussi respecter le droit de propriété. Donc, c'est pour ça qu'il y a une jurisprudence constante à l'effet que les salariés ne devraient pas faire de piquetage sur la propriété de l'employeur, mais plutôt aux abords des terrains de l'employeur. C'est pour ça que la plupart du temps, quand on circule là, devant les écoles, on va voir que les salariés en grève sont sur le trottoir ou près de la voie publique, en raison de cette jurisprudence sur le fait que le piquetage ne devrait pas avoir lieu sur la propriété de l'employeur. Donc, le jugement de la Cour supérieure, il est intervenu après qu'on ait essayé d'empêcher certains travailleurs de la construction ou certains cadres d'entrer dans les établissements scolaires. Et ce qu'il vient dire, c'est qu'il faut laisser accès aux établissements et qu'on ne peut pas, en fait, là, apostropher ou obstruer le travail de ces personnes-là. En conclusion, le fait de s'abstenir de passer une ligne de piquetage, c'est bien davantage une question d'enjeu éthique ou moral qu'une question légale. Merci beaucoup, René-Claude. J'ai peut-être envie d'ouvrir sur un thème là, qui a été évoqué brièvement par Mélanie Laroche et François Bolduc là, il y a quelques minutes. Et c'est cette question de flexibilité ou flexibilité-souplesse. Quand l'employeur, donc ici le gouvernement, parle de cette quête de flexibilité-là, François, j'ai envie de te donner la parole un peu là-dessus. De quoi il est question? Comment finalement on présente ça dans le contexte de la présente négo? Oui, je pense que c'est une question super importante parce qu'on le présente avec des arguments ou on le présente avec des exemples un peu simplistes, là, comme si on empêchait des gens d'accéder à des postes ou de changer de corps s'ils le voulaient, etc. Puis, je pense que ça, l'argument de la flexibilité, c'est un argument qui peut prendre dans la population parce que, en tout cas, l'hypothèse que je fais, c'est que j'ai l'impression qu'on a souvent l'image qu'on se fait du réseau de la santé, du secteur de l'éducation, c'est des gros réseaux. Il peut avoir cette impression de lourdeur, etc. Puis là, tout d'un coup, on a quelqu'un qui dit il faudrait flexibiliser ça.
ah, ben là, si on se dit flexibiliser, peut-être qu'il pourrait prendre des décisions plus vite, peut-être qu'il pourrait s'ajuster plus rapidement. Ah, ben oui, quelle bonne idée. Mais en fait, la flexibilité dont parle le gouvernement, c'est absolument pas ça. On n'est pas dans redonner du pouvoir aux établissements locaux pour qu'ils décident de leurs priorités, de leur mode d'organisation du travail, de redonner du pouvoir décisionnel au terrain. On n'est absolument pas là-dedans. On est dans en fait, si je vais vraiment à gros traits, là, ce que j'en comprends, c'est une volonté d'être capable de bouger les ressources humaines en fonction des besoins, en fait, selon la volonté de l'employeur, puis d'être capable de donc prendre des personnes, puis les changer, soit parce que leur poste est très, très large, on a redéfini le poste de manière tellement large qu'on est capable de les changer de secteur, ou qu'on est capable de prendre une personne sur un poste puis de l'amener sur un autre, etc. Alors ça, je vais reprendre ce que Mélanie disait tout à l'heure. C'est une solution d'optimisation des ressources humaines, là. Je veux dire, c'est rien d'autre qu'une solution à court terme pour essayer d'aller chercher le maximum des ressources qu'ils ont à leur disponibilité. À mon avis, là, cette question de mobilité-là. Moi, je pense que c'est important, d'abord parce que je ne vois pas comment ça pourrait améliorer la qualité du travail. Je ne vois pas comment ça pourrait améliorer les conditions d'exercice du travail dans le réseau de la santé ou dans le réseau de l'éducation. Puis, j'ajouterais à ça que je suis loin d'être certain que ça répond à des besoins du terrain. Et là, je prends un peu de recul, là. Moi, j'ai fait un peu plus de recherche dans le réseau de la santé. Puis, la première grosse recherche que j'ai faite, c'est sur la réforme Couillard, là, en 2003, la création des C3S. Bon, ben, un des éléments qui était mis de l'avant, ou un des argumentaires là, pour créer les C3S, c'était justement de créer de la mobilité. On décentralisait une partie des négos, y compris la façon dont on allait définir les postes, et la volonté de l'employeur, c'était de créer de la mobilité. Et là, déjà à l'époque, au début des années 2000, on se disait, oh mon Dieu, le C3S, c'est gros, ça c'est des grosses affaires. Il y en avait 95, aujourd'hui, on se dirait que c'est des tout petits établissements, mais puis on avait fusionné les listes d'ancienneté. Bon. Alors, visiblement, on n'a pas été capable de mettre en place la mobilité qu'on voulait. Pousse plus loin, en 2015, on crée les CIS et les CIUS, on en fait 22. Alors là, déjà, c'est énorme. Visiblement, ce n'est pas suffisant. Là, on s'en va avec le projet de loi 15 où on va avoir Santé Québec, un employeur, une liste d'ancienneté, etc. Là, c'est comme si on est rendu à la troisième étape de fusion d'établissements, toujours avec cette idée de mobilité, cette idée d'être capable de déplacer les gens, et qui, à mon humble avis, ne fonctionne pas très bien. Et il y a des réalités locales à prendre en compte là, qui ne semblent pas être prises en compte. Dans le réseau de la santé, on ne peut pas prendre une infirmière qui fait du soin critique puis dire, bon, ben, regarde, demain, tu vas aller au CHSLD, puis le lendemain, tu vas aller faire du soutien à domicile. Puis on ne peut pas prendre l'infirmière qui est en CHSLD puis dire, ben, regarde, ce soir, tu rentres en obstétrique, puis le lendemain, ça ne fonctionne pas, ces éléments-là. Puis en fait, ce que veulent les travailleuses, les travailleurs, c'est au contraire une stabilité. Savoir où je vais travailler, combien de temps je vais travailler, avec qui je vais travailler, puis avoir une stabilité dans le temps. Alors que là, ce qu'on met de l'avant, ça me semble vraiment être une mobilité, en fait, assez simpliste, là, c'est-à-dire d'être capable de bouger les ressources humaines qu'on a à notre disposition pour être capable de répondre aux besoins de service. Je m'arrêterai là-dessus, Dalia. Merci beaucoup, François. On pourra revenir aussi là-dessus dans la période d'échange et de questions. Là. Peut-être qu'on pourrait maintenant... Mélanie, est-ce que j'ai vu ton bras s'agiter parce que tu voulais intervenir ou non? OK, il s'agitait simplement parce qu'il s'est agité. Excellent. Alors, peut-être qu'on pourrait maintenant passer au deuxième bloc là, de ce webinaire pour peut-être réfléchir aux possibles voies de règlement, là, sur quelle piste d'atterrissage on pourrait justement atterrir. Et donc, je commencerai peut-être en te cédant la parole à toi, Mélanie. N'ayant pas de boule de cristal, on n'arrête pas de le dire là, depuis le début de ce conflit de travail-là, mais n'ayant pas de boule de cristal, quand même, qu'est-ce que tu peux imaginer qui se présagerait là, dans les prochains jours ou semaines? Bien, quand on observe, puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les deux parties clament qu'elles souhaitent une solution négociée, puis une solution négociée avant les fêtes. Ça, les deux parties le martèlent jour après jour.
c'est intéressant parce que les deux parties se sont imposées une espèce de délai limite pour les négociations, hein? Et on a, dans une certaine mesure, dit à la population, ben, appuyez-nous, puis on va régler ça avant Noël. Puis c'est ça que ça implique. Donc, c'est un délai limite là, qu'on s'est imposé dans le cadre de la négociation. Puis tantôt, je parlais de l'appui à la population aux revendications des organisations syndicales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet appui-là de la population dans un contexte d'une négociation aussi politique que la négociation du secteur public, bien oui, ça joue en faveur du pouvoir de négociation des organisations syndicales. Mais je pense que la fenêtre d'opportunité n'est pas infinie. Donc, si le conflit ne se règle pas dans le délai qui a été annoncé, là, il va falloir voir comment la population va réagir puis comment ça va venir influencer là, les stratégies de négociation. Donc, pour le moment, on a l'impression que la population considère que c'est le gouvernement qui bloque les négos ou qui n'avance pas suffisamment vite. Donc, je pense que le message quand même qui est envoyé aux deux parties, c'est qu'il faut que ça se règle, il faut que ça se règle vite, puis on s'attend à ce que ça soit réglé avant Noël aussi. Un autre fait important à souligner, je pense, c'est que même s'il y avait des ententes de principe la semaine prochaine, bien là, il faut vraiment se poser la question si ces ententes-là vont être acceptées par les membres. Puis François parlait beaucoup de la grogne parmi les travailleurs, puis les collègues en ont beaucoup parlé là, dans les entrevues médias aussi. On avait sous-estimé cette grogne-là, cette exaspération-là des travailleurs. Donc, les attentes des membres sont hyper élevées. Fait que comment on va gérer ces attentes-là, puis comment on va gérer la piste d'atterrissage de cette négociation collective-là? Ça va être intéressant pour nous de l'observer de l'externe, mais je pense que ça va être un beau casse-tête aussi des organisations syndicales parce qu'il va y avoir des compromis qui devront être faits là, nécessairement. À quoi on peut s'attendre? On n'a pas encore abordé cette espèce de concept-là de loi spéciale parce qu'on semble l'oublier parce que tout le monde clame pour une solution négociée. On a eu des collègues là, qui ont quand même expliqué pourquoi maintenant c'était plus complexe. Puis René-Claude, peut-être que tu pourras revenir là-dessus. Là, pourquoi c'est plus complexe maintenant d'avoir recours à une loi spéciale et une loi qui forcerait le retour au travail. Chose certaine, c'est qu'à l'heure actuelle, le gouvernement n'a pas la légitimité là, pour faire cette loi spéciale-là et pourrait payer le prix politiquement d'avoir recours à cette stratégie-là. Donc, on l'envisage plus ou moins à cette étape-ci, sauf qu'il est clair que du côté du gouvernement, on veut régler avant Noël. Et cette volonté-là semble très affirmée. Donc, est-ce qu'on va, à un moment donné, envisager cette possibilité-là? Tu sais, au Québec, on a beau avoir une devise de « je me souviens », mais on est encore très loin des prochaines élections. Donc, est-ce que le gouvernement pourrait risquer cette stratégie-là? Ben, tu sais, on va le voir dans les prochaines semaines. Mais chose certaine, c'est qu'on sent cette pression-là pour régler avant les fêtes. Et on est dans une situation où on fait face à des enjeux qui sont hyper complexes à régler dans le cadre d'une négociation et particulièrement dans une négociation centralisée. On se retrouve avec des positions qui sont assez campées, là, avec des solutions qui sont différentes d'un côté et de l'autre. Fait qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Là, en négociation, on dit tout le temps, il faut être créatif, puis il faut trouver une voie de passage, puis il faut trouver une voie d'atterrissage. Donc, comment les parties vont régler cette problématique-là? On écoutait la conférence de presse ce matin en direct, puis on semblait être encore très loin, là, aux tables sectorielles d'une solution négociée sur l'organisation du travail. Donc, quel genre de piste d'atterrissage on va devoir ou on pourrait faire dans le cadre de cette négociation-là? Est-ce qu'on devrait régler dans un premier temps pour gérer la crise à court terme, puis dans un deuxième temps, se donner des institutions qui vont permettre des solutions permanentes à des problèmes qui perdurent puis qui ont détérioré les services publics? Donc, est-ce qu'il faut penser à des solutions en deux temps? À court terme, les syndicats en front commun qui ont des revendications communes, bien, peut-être que le gouvernement pourrait laisser tomber cette marge de discrétion-là qui se garde depuis le début de la négociation sur les fameuses offres différenciées. Là, il reste une marge de 2,5 %. Est-ce que c'est ça qui va permettre de régler la négociation peut-être? Puis, est-ce qu'on va essayer de s'entendre aussi sur des solutions plus court terme, mises en place pour répondre aux demandes de flexibilité du gouvernement, même si on sait que ça ne réglera pas les problèmes à long terme? Est-ce qu'on est capable de faire cette ouverture-là dans un contexte où on serait garanti, où on aurait une garantie, tout le moins,
qu'il y a réellement des ouvertures de la part du gouvernement de se pencher sérieusement sur les problématiques qui sont vécues dans les réseaux. Donc ça, on reviendra dans le troisième bloc, mais il y a certainement des voies alternatives qu'on peut créer là, pour enlever et de se libérer du poids de la structure de négociation qu'on sent à l'heure actuelle. C'est particulier, puis c'est le gouvernement qui fait les règles du jeu, mais là, on sent que les règles du jeu pour cette ronde de négociation aussi ne fait pas leur affaire parce qu'on veut jouer entre les différents niveaux de négociation collective, on veut forcer la négociation des échanges sans nécessairement respecter les paliers, les différents acteurs, les différents porte-paroles, et c'est directement en lien avec la tendance centralisatrice dont François traitait plus tôt. Merci beaucoup. Ben justement, sur la question peut-être de la loi spéciale de retour au travail, là, on pourrait se tourner vers René-Claude. Là, on sait au Québec que plusieurs conflits de travail dans le secteur public se sont soldés par une loi spéciale de retour au travail. Donc, aujourd'hui, en 2023, en décembre 2023, peut-être, est-ce que tu pourrais nous rappeler ou nous exposer les enjeux là, qui entourent cette éventualité-là là, d'une adoption d'une loi spéciale? Oui, merci pour la question, Dalia. C'est vrai qu'avant 2015, c'était vraiment une tendance lourde depuis les années 80 d'avoir des lois spéciales de retour au travail dans le secteur public. Il y a plusieurs rondes de négociations qui se sont terminées de cette façon-là par l'adoption d'une loi spéciale de retour au travail qui imposait les conditions de travail des conventions collectives aux syndicats et aux salariés. Ce qui a changé la donne, c'est qu'en 2015, la Cour suprême a reconnu dans un jugement originant de la Saskatchewan, donc l'affaire Saskatchewan Federation of Labour contre Saskatchewan. Donc, la Cour a reconnu une protection constitutionnelle au droit de grève dans le cadre de la négociation collective. Donc, ce que la Cour a dit, c'est que le droit de grève, c'est une composante de la liberté d'association qui est protégée par la Charte canadienne des droits et libertés, mais également par la Charte québécoise également. Donc, le résultat de ce jugement-là, c'est un renforcement des droits collectifs des travailleurs et c'est aussi une limite quant à la possibilité pour le gouvernement d'adopter une loi spéciale dans la mesure où ces lois spéciales-là vont porter atteinte au droit de grève et au droit à la négociation collective. Et les lois spéciales, bien, elles sont maintenant sujettes au contrôle de constitutionnalité par les tribunaux. La seule chose, c'est que ce contrôle de constitutionnalité, il s'exerce a posteriori. Donc, ça n'empêche pas le gouvernement d'adopter une loi spéciale, mais par la suite, elle va pouvoir être contestée devant les tribunaux comme étant inconstitutionnelle. Donc, il y a plusieurs paramètres juridiques pour déterminer si une loi est constitutionnelle ou non, puis je ne m'embarquerai pas là dans le cadre de ce séminaire-là, mais on va juste donner comme exemple peut-être celle de 2 lois adoptées en 2017 de retour au travail. Donc, une loi dans le secteur de la construction et une loi concernant les juristes, avocats et notaires de l'État. Ces 2 lois-là avaient été adoptées en 2017 pour mettre fin aux grèves et les 2 lois imposaient les augmentations salariales et prévoyaient des mécanismes de médiation pour fixer le reste des conditions de travail sur le plan normatif. Or, ces 2 lois ont été jugées inconstitutionnelles par les tribunaux. Donc, on voit vraiment que les enseignements de la Cour suprême ont été écoutés par les tribunaux lors du contrôle de la constitutionnalité des lois spéciales. Donc, quelles sont les leçons pratiques qu'on peut tirer de ces nouveaux enseignements jurisprudentiels? Tout d'abord, on peut penser que les lois spéciales de retour au travail qui imposent les conditions des conventions collectives, elles sont inconstitutionnelles. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'on ne laisse pas suffisamment de marge de manœuvre à l'exercice de la négociation collective. Donc, il faut qu'une loi qui porte atteinte à la liberté d'association le fasse d'une façon proportionnelle à l'objectif qui est d'assurer les services publics. Et imposer les conditions de travail, c'est clair des jugements qui ont été rendus depuis 2015 que ça va trop loin. Cependant, dans les jugements des tribunaux concernant les lois spéciales, on laisse entendre qu'une loi de retour au travail pourrait être jugée constitutionnelle
si elle prévoit une solution de remplacement raisonnable pour la négociation. Par exemple, un système d'arbitrage qui serait indépendant, impartial. Donc, légalement parlant, ça pourrait être une option. Toutefois, sur le plan stratégique, on peut se demander si le gouvernement voudrait aller là. Parce que en mettant sur pied un processus d'arbitrage, les parties perdent un petit peu le contrôle de ce qu'elles négocient, en ce sens que c'est une tierce partie neutre qui va déterminer les conditions de travail. Et généralement, si on pense uniquement au plan salarial, bien, l'arbitre va avoir recours à des référentiels. Il va regarder qu'est-ce qui s'est négocié comme augmentation salariale dans une période équivalente à celle pour laquelle on négocie dans des secteurs similaires. Or, comme mes collègues l'ont mentionné, bien, on peut se demander, compte tenu du contexte inflationniste, comment un arbitre envisagerait l'offre de 12,7 % à l'heure actuelle. Donc, le gouvernement ne voudra peut-être pas aller là, mais va peut-être aller dans cette direction-là s'il n'a pas le choix et que ça ne débloque pas avant Noël, comme disait Mélanie. La dernière option sur le plan juridique, qui est possible, mais qui est peu probable, bien, c'est celle qui avait été choisie par Doug Ford l'an dernier, lorsqu'il y a eu la grève également là, dans le secteur de l'éducation. Ça serait d'adopter une loi de retour au travail, une loi spéciale, et d'utiliser la clause dérogatoire qui permet de faire un accroc aux droits fondamentaux. Mais on a vu que ce n'est pas une très bonne solution parce que l'an dernier, il y a eu beaucoup de grogne sociale, il y a eu beaucoup de protestations et au final, ce qui s'est passé, c'est que la loi, bien, elle a été abrogée en fait seulement quelques jours après son adoption et qu'au final, bien, les partis en sont venus à un compromis négocié en Ontario. Donc, les paramètres ont vraiment beaucoup rétréci pour ce qui est de l'adoption d'une loi spéciale. Puis, au-delà de la légalité de ces lois-là, il y a une question stratégique aussi qui se pose pour le gouvernement. Donc, on va vouloir en venir à un compromis négocié, selon moi, et ça sera vraiment là, la dernière option si l'arrêt de travail se maintient. Merci beaucoup, Marie-Claude. Peut-être comme dernier bloc, avant d'ouvrir, là, on a déjà un certain nombre de commentaires et de questions là, dans le chat, puis après ça, on ouvrira. Peut-être très brièvement, là, pour conclure cette première partie, là, peut-être un bloc sur l'avenir ou sur les leçons à retenir de cette ronde de négo qui est toujours en cours. Donc, encore une fois, peut-être au-delà justement de ce cycle de négo-là, qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon dans ce qui se passe présentement? Peut-être que je commencerai peut-être par Chloé, là, justement, pour évoquer, on en a parlé tantôt rapidement sur l'autre enjeu qui est la question de la joute médiatique là, et tout ce qui s'ensuit. Donc, je te céderai la parole. Puis j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat à cet égard-là. On pourra y revenir aussi. Là. Donc, Chloé, peut-être là-dessus pour débuter. Sur la joute médiatique, ben en fait, je dirais, Mélanie en a quand même parlé là, de façon abondamment, mais je dirais quand même c'est assez particulier dans le sens que l'opinion publique est vraiment favorable aux revendications puis aux moyens de pression des syndicats, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les négociations dans le secteur public. Moi, je me souviens même avant de travailler sur ces questions-là, on entendait, les profs qui sont en congé tout l'été puis qui se plaignent. Donc, on n'a plus ce discours-là du tout. Donc, on a vraiment un appui. Et je pense que ça, dans le rapport de force des négociations, ça pèse pour beaucoup. Donc, les syndicats, selon moi, ont un avantage au niveau du rapport de force avec l'appui du public. On m'avait déjà dit dans une recherche, quelqu'un qui était impliqué dans les tables de négociation, les négos dans le secteur public, c'est 80% c'est de l'opinion publique. Donc, tu sais, ça joue à 80% avec l'opinion publique. Donc, je pense qu'ici, les syndicats l'ont, l'opinion publique. Je pense aussi, moi j'ai travaillé, en fait, je vais revenir beaucoup sur un projet que j'ai mené avec ma collègue Diane Gagné. On a travaillé beaucoup sur les négociations de 2015.
Puis, ce qui ressortait beaucoup, c'était l'importance de faire avancer les tables sectorielles avant de régler. Tu sais, on va avoir un blitz de négociation bientôt, là. Décembre, là, on va avoir les présidentes centrales avec le gouvernement qui vont s'enfermer quelques jours, puis on ne sait plus trop ce qui se passe, là. Tu sais, c'est très politisé à ce niveau-là. Il y a une certaine perte de contrôle qui se fait par les autres instances aussi de qu'est-ce qui se négocie. Impossibilité aussi de retourner dans les instances parce que, bon, il y a une complexité, il y a une lourdeur, donc impossibilité d'aller revoir vers les membres ce qui est proposé, est-ce que ça va être entériné, donc, je pense que quand même, on voit que, moi, ce que j'entendais en conférence de presse ce matin des syndicats, entre autres du Front public, bien, surtout du Front commun, c'était on veut que les tables sectorielles bougent. Puis ça, je pense que c'est un apprentissage. En tout cas, on voit qu'il y a une sensibilité à ce que ça bouge avant qu'on tombe en blitz de négociation. Parce qu'on le sait que, bon, il peut y avoir, bon, quand on tombe dans ce blitz-là, les conditions de travail, c'est plus les enjeux. Là, on parle de salaire, on parle de régime de retraite. Donc, j'ai l'impression que cette leçon-là, peut-être, là, qui a été apprise, on priorise les tables sectorielles avant d'aller régler à la table centrale. Et donc, je sens ce vouloir-là des syndicats de faire beaucoup bouger parce que ce qui était beaucoup reproché en 2015, entre autres, c'était encore une fois le manque d'avancement aux tables sectorielles. Et c'est là qu'on veut que ça bouge, c'est là qu'on veut que ça change parce que ce sont les conditions de travail. Donc là, on voit qu'ils ne veulent pas se faire, disons, aller dans le même pattern, désolé l'anglicisme, qui aurait pu se passer de ce qui ressortait, en tout cas de nos recherches de 2015, à savoir que ben, on n'a jamais été capable de bouger au niveau sectoriel. Oups. Et tout a déboulé à la table centrale et bon, il y a des choses qui n'ont pas été réglées, qu'on aurait aimé qu'ils soient réglées. Donc, je crois que cette stratégie-là est peut-être une certaine leçon d'apprentissage ou une stratégie qui est différente de moi, c'est ce que j'ai le 2015 davantage dans la tête parce que j'ai travaillé sur cette négociation-là. Mais je dirais que ça, je vois beaucoup ça dans cette négociation-là et je trouve que c'est une stratégie intéressante, là. On voit que l'emphase est mise à ce niveau-là. Merci beaucoup. Peut-être que je te céderai la parole, Mélanie, puis après, je vais céder la parole à François en faisant lien avec 3 questions tout de suite dans le chat. Comme ça, on va pouvoir rapidement traiter de ça en même temps. Mélanie, j'aimerais peut-être t'entendre sur quelque chose qu'on a évoqué dans les médias dans les derniers jours sur la question justement de est-ce que ce serait pertinent d'envisager, là, au-delà de ce cycle de négocie, des études approfondies sur le plan sectoriel. Donc, j'aimerais t'entendre un peu sur cette question-là. J'avais oublié mon micro. Ben, je pense, en tout cas, je souhaite aux organisations syndicales et aux partis patronales aussi, aux différentes tables, de trouver là, des solutions négociées à court terme. Mais les problèmes semblent tellement grands. Puis l'espace, puis la différence au niveau des solutions qu'on semble vouloir emmener pour régler les problèmes semble tellement nord et sud que je pense qu'il faudrait imaginer des espaces de discussion qui vont se poursuivre au-delà de cette ronde de négociation aussi. Mais là, il faut s'entendre, hein? Il faut que ces espaces de discussion-là mènent à des résultats concrets. Tu sais, on s'entend qu'on ne veut pas créer des comités pour créer des comités, puis que dans 4 ans, on n'a toujours pas de résultats qui émanent de ces comités-là parce qu'on s'est débarrassé de la POC pendant la négociation collective. C'est pas ça dont il est question. Donc, ce qui est question, c'est est-ce qu'on a la volonté politique du côté du gouvernement, puis est-ce qu'on a cette volonté réelle-là du côté des organisations syndicales pour se dégager du temps, puis un espace de discussion avec des experts qui vont pouvoir animer puis mener ces recherches approfondies-là pour vraiment diagnostiquer l'ensemble des problématiques qui touchent l'organisation du travail, l'organisation des services dans les différents secteurs concernés. Est-ce qu'on a cette volonté-là? Puis il faut se le dire, ben, on est à peu près la seule province canadienne où on a une tradition aussi forte de dialogue social. Fait que je pense qu'on a ce qu'il faut et du côté du gouvernement et du côté des organisations syndicales pour vivre ou faire vivre ce genre de structure-là. Est-ce que ce serait une solution, la solution du deuxième temps dont j'évoquais tantôt,
probablement que ça pourrait être une bonne idée. Là, il faut voir comment tout ça va atterrir dans les prochains jours. Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de mouvements aux tables sectorielles? Comme je disais, je souhaite que les solutions qui sont avancées à ces tables-là permettent réellement de régler les problématiques, mais il faut éviter de se retrouver dans une situation comme dans les dernières négociations où on a réglé, oui, la question salariale, oui, on a mis le couvert sur la marmite, mais au lendemain des négociations, des gens dans les réseaux disaient, ben, on n'a toujours pas réglé les problèmes d'organisation du travail, puis on n'a toujours pas changé ce qui se passe dans la classe, puis on n'a toujours pas changé ce qui se passe dans les différents départements de l'hôpital. Bref, ça serait peut-être une voie de passage qui est intéressante, à voir si les partis pourraient mordre à cette peut-être voie de solution universitaire. Peut-être qu'on sera les seuls à en parler, mais bref, ça méritait d'être dit. Merci Dalia d'avoir ouvert la porte là-dessus. Autre chose qui ressort de cette ronde de négociation-là, puis je pense que ça, la communauté de chercheurs est interpellée par ça, c'est de constater, d'observer à quel point, encore une fois dans cette ronde de négociation aussi, la structure de négo puis les règles qui encadrent la négociation dans le secteur public ne sont pas respectées. Bon, on va dire que ça n'a jamais été respecté, mais je dirais que pour cette ronde-ci, c'est encore pire que dans les autres rondes ou les rondes précédentes. On sent que c'est un irritant pour le gouvernement, cette structure de négociation collective-là. Donc, il va falloir voir, puis je pense qu'il va falloir réfléchir parce que ça appelle à peut-être des modifications à cette loi qui encadre les rapports collectifs dans le secteur public. Je pense qu'il va y avoir lieu, puis il va y avoir matière à réflexion à la fin de ce conflit-là. Et peut-être dernière observation, on est face à un gouvernement qui nous dit, en tout cas, c'est ce qu'on entend là, dans la dernière offre du gouvernement, qui sont prêts à augmenter les salaires, mais que les syndicats ne bougent pas pour de la flexibilité. Ils veulent négocier des solutions de flexibilité avec les différentes organisations syndicales, mais ça, dans des structures de négociation hautement centralisées, c'est ultra difficile à faire. Tu sais, je veux dire, tous les chercheurs s'entendent là-dessus que des questions d'organisation du travail, il ne faut pas centraliser, il faut décentraliser les discussions, être près des réalités quotidiennes, être près du terrain. Puis là, ben, on a un gouvernement qui va déposer, qui a déposé des projets de loi qui vont encore plus centraliser cette structure-là. Moi, je pense qu'il y a évidemment encore là un renforcement de la réflexion nécessaire autour de ce contexte-là. Ben, ce que François nous parlait en début là, de rencontre là, sur la centralisation dans le secteur public. Voilà. Merci beaucoup. Justement, je me tournerai vers toi, François, puis je ferai peut-être le lien avec certaines questions qui sont déjà dans le chat là, sur la question justement de plutôt prospective, là, les enjeux de décentralisation, centralisation, qu'est-ce qui s'en vient en marge justement des travaux autour de la loi 15 notamment. Là, on a une question là-dessus justement de Maria de Coninck dans le chat. Et il y a Mathieu Dupuis aussi qui évoque qui, de son point de vue, là, les structures sont plutôt un enjeu cosmétique. Puis est-ce que c'est vraiment les structures de négo qui sont le problème ou plutôt un essoufflement là, à long terme de l'espèce de discours de l'État sur les conditions de travail dans le secteur public. Donc, tu sais, peut-être t'entendre là-dessus. Là, on a aussi, en lien avec la question de Mathieu Dupuis, là, deux questions d'Éric Dauphinet sur la lourdeur du processus de négociation aussi qui est très lié à ces structures de négo-là. Encore toujours en faisant lien là, avec ce que tu évoquais en début là, de webinaire là, sur la question centralisation, décentralisation. Donc, quand même, des grosses questions. Donc, ouais. on va, puis après ça, on va y aller vraiment avec la période de questions. Merci, François. Oui. Bon, sur la question de Mathieu, sur l'aspect cosmétique des structures, la structure n'est pas un enjeu de la négo. La négo nous montre les limites d'une structure centralisée, okay, qui, avec des effets pervers qui sont bien connus, là, la politisation de la négociation, l'éloignement des travailleurs puis des réalités locales. Alors, ce qu'on négocie, ce n'est pas la structure, mais la structure, elle a un impact après sur ces éléments-là. La deuxième partie de la question, ça, je trouve ça intéressant, l'essoufflement du discours de l'État. Là, on est dans l'hypothèse, mais est-ce qu'on arrive à la limite
l'optimisation des ressources. Là. Ça fait 20 ans qu'on est dans une volonté de réduire les dépenses de l'État, puis qu'on est dans par la réingénierie, par l'austérité, par la nouvelle gestion publique, là, puis bon, avec la CAQ aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on atteint les limites de ça, de cette dégradation-là? Puis est-ce que ça se peut qu'il y ait une espèce de diapason, là, travailleurs de l'État et population qui dit, ben là, le discours de la capacité de payer, il ne tient pas, là, parce qu'on voit que la capacité de payer est présente pour certains dossiers, mais elle ne semble pas l'être pour nos services publics. Et puis, tantôt, on faisait référence au sondage sur l'insatisfaction par rapport au gouvernement. Bon, le premier facteur qui sortait, c'était sur la qualité des services publics. Alors, il y a peut-être un élément là, peut-être un essoufflement de ce qu'on peut faire là, pour aller chercher tout le temps plus de services sans mettre plus de ressources. Là. Puis bon, ça, c'est intéressant. Sur la question du projet de loi 15, ah ben là, c'est embêtant. Là, tu sais, c'est bien embêtant. Parce qu'on attend de voir, en fait, qu'est-ce qui va se passer. Puis ça change récemment. Le projet de loi proposait 4 unités d'accréditation, comme ce qu'on a dans la loi 30. On a passé à 6 dernièrement. Il y a peut-être des gens là, dans le webinaire qui sont meilleurs que moi. Moi, je me pose encore la question de qu'est-ce qui va arriver avec les niveaux. Là? Est-ce que, parce que, en tout cas, je cherchais un peu dans le projet de loi 15, je n'ai pas trouvé l'élimination des structures locales. Là, ça fait que là, est-ce qu'il va y avoir des négociations locales? Je ne sais pas, peut-être qu'on va appeler ça par région, je ne sais pas. Ou est-ce qu'au contraire, tout ça est ramené au niveau du local Santé Québec, donc qui est en soi un national sectoriel? Là. Ça, je ne le sais pas. Là. Alors, je vais faire le lien avec ta boule de cristal. J'en ai pas de boule de cristal, puis on attend de voir. Mais c'est sûr que c'est un peu un éléphant dans la pièce. Là. On voit l'ampleur de la réforme qui va être mise en place et qui a un impact sur les organisations syndicales, sur leur membership, sur le type de représentation locale qu'ils vont pouvoir mettre de l'avant. On a joué dans ce film-là. Là. On l'a fait en 2005 avec les C3S. Ils l'ont fait en 2015 avec les 6. Là, alors, les campagnes de maraudage, ce n'est pas la première fois. Là. Alors, mais tout ça, je dirais, est à venir. Alors, c'est sûr que ça doit teinter en partie, là, mais qu'est-ce qui va arriver? Là, je n'irai pas là. Je dirais, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est sûr que ça doit venir teinter. Mais pourtant, on n'en entend pas. C'est comme si c'était présenté ces 2 dossiers parallèles dans les médias, ou en tout cas dans la façon dont on les traite dans l'espace public, alors qu'ils sont clairement interreliés, ça c'est sûr. Puis, sur la question là, des études sectorielles dont tu parlais tout à l'heure, Dalia, moi je dirais, on ne peut pas être contre, là, ça c'est bien certain, mais encore faut-il qu'il y ait un intérêt du gouvernement. Y a-t-il un intérêt du gouvernement pour les solutions qui viennent du terrain? Là? Alors, poser la question, c'est y répondre. Alors, je pense que ça va passer par des rapports de force. Peut-être que là, dans la négociation actuellement, on voit en fait que c'est peut-être pas une négociation très centralisée ne nous permet pas de faire avancer ces questions-là, mais pour traiter de l'organisation du travail, il me semble qu'il faudrait qu'il y ait une volonté réelle du gouvernement. Peut-être qu'elle va venir, en fait. Peut-être que là, actuellement, ils vont dire, OK, on n'a pas le choix, il faut s'attaquer à ça pour vrai, là, puis améliorer la qualité de l'emploi et du travail dans ce secteur-là. Peut-être. Mais c'est quand même une condition importante pour que ça fonctionne.